Bienvenue, vous écoutez un épisode bonus sur le blob. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est micro, et c'est blob. Savant sachant chercher. Épisode bonus. So I hope your podcast has passion. Paris Science est un festival de documentaires scientifiques au Jardin des Plantes. C'est fin octobre, c'est gratuit et la sélection est toujours très qualitative. Cette année, on a posé nos micros là-bas. Vous aurez donc le droit à quelques bonus. On commence avec le Blob, magnifiquement décrit dans un documentaire Arte, réalisé et coécrit par Jack Mitch et coécrit par Laurent Misrahi. Et c'est eux justement qu'on a eu la chance d'interviewer. Mais c'est quoi le Blob ? Bande-annonce. Ni animal, ni plante, ni champignon. Le blob est un organisme unicellulaire présent sur Terre depuis près d'1 milliard d'années. Il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac ou de pattes. Et pourtant, il voit, il sent, il digère et se déplace. Il n'a ni système nerveux ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes et d'élaborer des stratégies. Ils nous font découvrir un nouveau champ scientifique dans lequel le mot « intelligence » ne rime pas forcément avec « cerveau ». Alors la première chose que tout le monde se demande, qu'est-ce que le blob et à quoi ça ressemble ? Jack Mitch. Le blob, c'est dans l'arbre de vie, c'est il fait partie de la famille des myxomycètes. C'est un unicellulaire, c'est-à-dire dans l'arbre de vie, il est en dessous les champignons parce que c'est un unicellulaire, donc c'est qu'une cellule. Et il ressemble comme ça, il ressemble à une omelette ou des œufs brouillés, quoi, voilà, que vous trouvez sous les arbres, dans des endroits humides et chauds, parce qu'en dessous de 25 degrés, il a du mal à pousser, quoi. Voilà. Le documentaire a une esthétique de film d'horreur des fin des années 50, car le terme blob vient d'un espèce de nanar des fin 58, avec Steve McQueen d'ailleurs. Est-ce que c'est ça votre première rencontre personnellement avec le blob ? En fait, ma rencontre avec le blob, moi, c'est ma rencontre avec Audrey Dussutour, qui travaille sur le blob, qui est chercheuse au CNRS. Et avec elle, à l'époque, elle travaillait sur l'intelligence des fourmis, sur le déplacement, la nutrition, tout ça. Et puis elle m'avait dit, là, je vais arrêter les fourmis, je vais travailler sur un myxomycète que j'appelle le blob. Voilà. Donc elle revenait de postdoc en Australie. Elle avait rencontré le blob là-bas, voilà. Et puis après, quelques années plus tard, c'était en 2011, elle a sorti son livre qui est maintenant un best-seller. Ouais, qui a plutôt bien marché, ouais. Et quand elle a sorti son livre, je l'ai appelée, je lui ai dit, j'ai lu le livre, et puis j'ai dit, ça serait peut-être bien de faire un film. Après, ça a été l'écriture, le développement, c'est là que Laurent est rentré en ligne de compte et a commencé à travailler dessus, quoi, voilà. Donc, toi, peut-être, t'avais vu le livre d'abord ? Non, moi, ma rencontre avec le blog, c'est ma rencontre avec Jacques, en fait, à la base. On avait déjà bossé ensemble sur un projet avant, et puis du coup, il m'a parlé de ça. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est évidemment d'acheter le livre et de le lire. Et puis après, j'ai rencontré Audrey, et voilà. Et donc, ça m'a permis de rencontrer vraiment cette bébête étrange qu'est le blob. Et alors, du coup, cette bébête étrange peut faire, j'ai vu, jusqu'à 10 mètres de diamètre, de long. Même plus. Même plus ? On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Pour le film, on voulait battre le record et appeler le Guinness pour battre le record. Et on l'a pas fait parce qu'il faudrait... pour battre un record avec un blob Guinness, il faudrait mobiliser une personne ou plusieurs pendant un mois pour nourrir le blob, quoi. Pour le faire, il faudrait une pièce, un gymnase peut-être. Mais bon, c'était pas dans le budget du film, quoi. Mais vous en avez fait pousser moi, j'ai fait pousser des blobs pendant 4 mois à l'université, et puis après chez moi. Tous les jours, sans arrêt, avec 4 caméras quand même. Mais comment alors un organisme unicellulaire, justement, peut arriver à faire ça ? Disons qu'il est unicellulaire mais plurinucléaire. Donc le blob, il peut y avoir jusqu'à un nombre infini pratiquement de noyaux. Enfin, on connaît pas de limite. Donc c'est pour ça que c'est possible de s'amuser à essayer de créer la plus grande cellule, à lui donner le record de la plus grande cellule existante, parce qu'on peut rassembler plein de blobs qui vont à la fin n'avoir plus qu'une seule membrane, donc former une seule cellule, même si elle a beaucoup de noyaux, et du coup pouvoir atteindre un peu la taille qu'on veut. Et l'autre solution, sinon, effectivement, c'est de le nourrir beaucoup, puisqu'il double de taille, toutes les 24 heures, si on le nourrit bien. Mmh. Et donc, il peut aussi atteindre des tailles assez grandes dans ces cas-là.
Par contre, si on oublie de le nourrir, ce que raconte Audrey, si on oublie de le nourrir, il s'en va. Il va chercher de la nourriture, donc on peut le retrouver au plafond, on peut le retrouver un peu partout dans la pièce. C'est un peu la surprise. Donc dans le documentaire, on voit que le blob est soumis au test du labyrinthe, où il est censé donc trouver la sortie là où se trouve la nourriture. Et je me demandais, est-ce que c'est arrivé qu'il ne trouve pas parfois le chemin ? Parce qu'on imagine que vous avez choisi les plus belles séquences de Timelapse, mais est-ce que parfois... Mais il faut pas le dire. Non, ça marche une fois sur 3 ou 2 fois sur 3. Mais ce que fait Audrey, elle en parle dans le film, en fait, elle multiplie les expériences. Par exemple, le test de l'habituation, elle l'a refait 4000 fois. Pour qu'une expérience soit significative, il faut la multiplier, jusqu'à ce que d'autres scientifiques puissent la refaire, ce qui est arrivé avec Audrey sur ses expériences. Et c'est là qu'on peut dire des choses sérieuses, quoi. Sinon, on peut... Mais bon, c'est vrai que quand on fait sortir un blob d'un labyrinthe, des fois, il part ailleurs, il part dans l'autre sens. Ah, donc il y a eu des timelapses un peu ratés, quoi. Il y en a plein, mais il faut pas... Il faut voir ce qu'il y en a dans le film, c'est tout. Pour préciser, le blob, il trouve pas la sortie du labyrinthe. En fait, il optimise le meilleur chemin entre deux issues, ce qui est un peu différent. Lui, c'est vraiment sa spécialité au blob, c'est l'optimisation des réseaux et des chemins. D'ailleurs, ça enchaîne bien sur le fait qu'on voit, que vous montrez bien dans le documentaire, les capacités d'apprentissage, d'adaptation de cet organisme. Et du coup, de la forme d'intelligence sans système nerveux, ça bouscule vraiment la notion d'intelligence. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Ça remet en question toute la neurobiologie et la conception créée par Homo sapiens, quoi. Je veux dire, l'intelligence est peut-être ailleurs, mais on le sait pas encore. Mais on est dans la recherche fondamentale. Le blob ou même les plantes, sur les plantes, on sait aujourd'hui que l'intelligence est ailleurs, même si c'est contesté. C'est contesté. Je veux dire, c'est publié, c'est avéré. Et il y a des gens qui disent que c'est pas vrai encore aujourd'hui, quoi. Ce qui est contesté, c'est que les plantes ont une intelligence, c'est ça ? Oui, moi j'ai fait un film sur l'intelligence des plantes, un autre film. Les plantes ont de la mémoire, les plantes choisissent leur chemin, les plantes s'habituent aussi. Les plantes, les racines ont une partie qui serait l'égale de neurones, mais c'est pas des neurones, quoi. Voilà. Et le blob, il agresse tout le monde, c'est un peu la révolution parce que c'est qu'une cellule. Et puis il y a des facultés. Quand vous coupez en deux, vous coupez un blob en deux, ça fait 2 blobs. Vous mettez 2 blobs un à côté de l'autre, ils font plus qu'un blob. Je veux dire, c'est des trucs magiques. C'est un peu magique, quoi. On part d'une bizarrerie de la nature, on a l'impression de quelque chose de presque drôle, vraiment étrange, extravagant, qu'il y a même sexuellement, je veux dire, les relations entre blobs, c'est assez incroyable, etc. Et en fait, plus on plonge dedans, on se rend compte que c'est de la recherche extrêmement fondamentale sur la question de l'intelligence et aussi sur la question de l'intelligence cellulaire et de la communication cellulaire, qui est quelque chose qui est vraiment en pointe aujourd'hui et qui est en gros ce qui se fait presque de plus avancé en termes de recherche aujourd'hui en biologie. Et donc de quelque chose d'assez rigolo, on arrive à quelque chose d'extrêmement fondamental et de très important pour la science aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est bien fait dans le documentaire, c'est qu'au départ, on trouve ça juste amusant, ce petit mucus jaune qui se balade, et à la fin, c'est quel est le concept d'intelligence ? Il n'y a pas de cerveau, et pourtant il y a de la mémoire, il n'y a pas de système nerveux, et pourtant il y a transmission de l'information, et là, on est un peu... on se demande où on est, quoi. Du coup, l'aspect pluridisciplinaire aussi dans lesquels il intervient, informatique, l'éthologie, la neurobiologie, etc. Et moi, je me demandais, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel ça a particulièrement retenu votre attention ou ça vous a le plus surpris ? Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est la science fondamentale, quoi, parce que en France, elle est assez malmenée, quoi. Et puis le blob, il ouvre des perspectives sur plein de choses, quoi, comme je dis entre guillemets, dans le film on en parle, la recherche contre le cancer, sur la dépollution de certains espaces. Je veux dire, on n'est pas dans l'application pure. On est dans et je veux dire que le blob, c'est quand même ça la recherche fondamentale, quoi. C'est essayer d'ouvrir des portes obscures. Et le blob, il est clair. Il peut éclairer plein de domaines, en fait. Voilà. Donc, il y a l'exemple, par exemple, dans le documentaire du réseau au Japon, c'est ça, hein ? Oui, de train. Oui. De train, voilà, qui est réputé comme étant le meilleur au monde, le plus optimisé au monde. Chaque station est remplacée par un grain d'avoine. Le blob est mis dessus pour voir
à quel point lui va optimiser de la même façon que les humains et on retrouve à peu près la même chose à ce moment-là. En fait, il faut voir, moi j'ai découvert avec le film que dans le monde, il y a une sorte de blobmania. Il y a vraiment des réseaux de passionnés, d'ailleurs on s'est inscrit à certains avec Jacques, il y a des réseaux de passionnés, même d'artistes, il y a plein de gens différents qui sont des fadas de blob et qui font tout, ils ont refait les grandes routes de la soie, etc. C'est Andrew Adamowski qui est dans le film, qui est lui, il a rien à voir, il fait de la recherche non conventionnelle, c'est marqué sur son labo, il fait marcher des robots avec des blobs. Et il est très proche d'artistes contemporains qu'on aurait pu mettre dans le film aussi, qui travaillent avec les blobs aussi. Ah ouais, il y a eu des expériences même de relations sociales entre êtres humains par des artistes. Il y a vraiment de tout en fait. Il y en a qui font des trucs vraiment purement visuels. Il y a des artistes qui font du visuel avec des blobs. Donc c'est les gens qui tombent dedans, manifestement, ils s'en sortent pas quoi. Ils sont fascinés. J'aimerais que vous nous racontiez. Il y a une anecdote d'Audrey Dussutour dans le documentaire qui est assez rigolote. C'est les caprices du blob américain qui veut pas manger la même chose que les autres blobs. Oui, bon, tout est dit là. En fait, tout est dit. Elle leur a donné le blob de labo, le vrai blob de labo, c'est l'australien. Donc, l'américain, c'est un goinfre, mais il a refusé de manger du bio, quoi. Voilà. Donc, mais c'est un clin d'œil. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, Audrey, elle a ce truc, elle est super drôle, en fait. C'est une chercheuse, mais quand on lit son livre, si vous l'avez lu, son livre sur le blob, en fait, c'est drôle. C'est pour ça que dans le film, il y a aussi de l'humour, quoi. C'est qu'en fait, elle a une façon de raconter les choses qui est marrante, qui en soi, enfin, je veux dire, faut pas le prendre, ça dit rien sur les Américains ou sur les Japonais. Mais c'est juste super rigolo comme façon de raconter, quoi. Et du coup, c'est intéressant. Et pareil, sur une découverte, c'est sur on entend parler à un moment de symphonie du blob. En fait, quand j'ai regardé... c'est Andrew Adamowski qui fait de la musique. À Bristol. Il a fait un disque, on ne l'a pas dit. Mais... Ah bon? On nous l'a pas dit. Non, il recherche les émotions du blob. Il les enregistre et il a enregistré le signal électrique qu'il transforme en musique avec son ordinateur. Et le blob a différentes émotions. Enfin, dans le film, il y a un petit exemple. On aurait pu lui, on pourrait en faire un film. Ouais, tout à fait. C'est presque comme un commentateur sportif. Il est là, il commente les émotions du blob. Il fait et là, je pense qu'il a faim. Là, je pense que là, il se repose. Là, il s'endort. Mais bon, il décalait un peu le film. Il peut paraître pas très sérieux, quoi. Donc, mais lui, il est encore au-dessus de la recherche fondamentale parce qu'il fait de la recherche non conventionnelle. Il fait des choses complètement à côté de ce qui se fait, quoi. Je veux dire, autant Audrey ou Hans Günther, Doberheimer fait de la recherche pour essayer de voir comment le blob avance. Les fonctions. Ce qui m'épate, c'est que vous allez à l'université de Bristol, il a un grand labo avec des gens qui travaillent avec lui, quoi. C'est personne en France. C'est du sérieux, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est les Anglais et la musique. Ça. Oui. Je me demandais, comme vous étiez allé dans différents labos qui traitent plus ou moins du même sujet avec des angles différents, est-ce que vous pensez que la façon de traiter le blob, plutôt d'un côté microscopique, plutôt d'un côté intelligence, etc., est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec la culture du pays ? Au niveau culturel, moi je parlerai juste des Japonais qui ont une grande ouverture par rapport à la nature, plus qu'ici, quoi. Voilà. Après, nous, on est allé, d'ailleurs, Laurent, il a téléphoné à tous les scientifiques avant, tout ça. Ouais, tout à fait. Moi, c'est vrai que ça dépend des cas. Alors, on va pas dire, par exemple, pour le chercheur allemand, Hans Günther, c'est difficile de dire que c'est la culture. C'est vrai qu'au Japon, ça, c'est incroyable. Il y a une culture des mycètes qui remonte à plus de 100 ans, ou je sais plus, plusieurs centaines d'années, qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une culture de ça. Donc ça, c'est vraiment leur qualité d'observation et de naturaliste. Et aux États-Unis, on peut dire qu'avec Michael Levin, il y a ce truc un peu américain, d'aller toujours plus loin, un peu presque science-fiction, etc., qu'on n'a pas trop en France. Après, en dehors de ça, ça dépend plus des spécialités de chaque chercheur. Et on le disait avant de commencer l'interview, aujourd'hui, le blob, c'est un réel phénomène. On le retrouve aux zoos. Le livre est vraiment un best-seller, etc. Ma fille m'en demande tous les soirs d'avoir un blob à la maison, ça, régulièrement. Non, pas encore, mais il faut que je le récupère là. J'en ai des blobs. Ouais, mais sinon je demanderai à Audrey. C'est qu'elle est dans le sclérote de blob, il vaut 30 € quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai des blobs, j'en avais récupéré des sclérotes, c'est les blobs séchés sur des papiers. Et il y a plus d'1 an, et j'en ai réveillé un là.
Non, mais bon, je l'ai rendormi. Il faut pas que ça déborde. Est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur ce documentaire, vous imaginiez que ça allait devenir ce phénomène-là ? Moi, je pense que toi, Jacques, tu le savais, je pense. Je pense qu'il avait pressenti, parce qu'il y avait aussi cette histoire de Zo de Vincennes, où nous, on le savait quand on a écrit. Ouais, On voulait même l'intégrer dans le film. On aurait pu mais l'intégrer, ça aurait été rigolo. Niveau timing, c'était un peu compliqué, mais on avait pensé à l'intégrer. Il y avait plusieurs choses, donc je pense que toi, tu avais le pressentiment quand même de ce blob buzz là. Et puis on voyait bien qu'Audrey. On n'a pas tout mis quand même. Hein. On n'a pas tout mis. Ouais. On ne parle pas des 720 sexes, par exemple, dans le film. Oui. Et ben, je crois qu'on va finir là-dessus. On invite tout le monde à aller le voir parce que c'est une magnifique introduction. Et puis après, je pense que ça donnera à beaucoup de gens l'envie éventuellement de lire le bouquin, etc. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.